Ce soir à l'émission, les syndicats se regroupent pour dénoncer le bilan de la CAQ. J'ai jamais vu un gouvernement aussi autoritaire. Et une semaine après l'inauguration de l'antenne 2 Montagne du REM, les usagers se prononcent. C'est très, très smooth, ça va super bien. En entrevue, je reçois Dominique Sauvé qui nous parle des impacts des compressions budgétaires dans les écoles de la région. On a un grave problème d'investissement tant matériel que humain. Je m'entretiens également avec le capitaine Jean-Guy Hogg à propos de la nouvelle équipe mixte en sécurité communautaire à la police de Mirabel. Bien, contrairement à d'autres villes, nous, à Mirabel, on n'a pas une concentration visible. Enfin, Maude Pilon-Bernier nous présente un nouveau club de course à pied nocturne à Mirabel. C'est pas tout le monde à 6 heures le matin avec des enfants, la routine, qui peuvent aller courir. Bienvenue à Accès Local. Mercredi 26 novembre 2025, bon début de soirée. C'est Claude Desjardins en compagnie de Clara Maté-Genet. Bonsoir Clara. Bonsoir Claude. Hier, Clara, il y a des représentants syndicaux des Laurentides qui ont tenu un point de presse à Saint-Jérôme pour dénoncer ce qu'ils appellent le bilan désastreux de la CAQ. Vous étiez sur place. Oui, donc des représentants de 6 grands syndicats étaient présents pour parler des effets des compressions budgétaires dans leur domaine, donc que ce soit des syndicats représentant les professionnels de la santé, du milieu scolaire ou de la fonction publique. Tous s'entendent pour dire que le gouvernement de François Legault prend un virage à droite et met en place des mesures antisyndicales. On peut écouter à ce sujet Chantal Maillet, qui est présidente du Conseil central des Laurentides pour la CSN. Moi, ça fait 20 quelques années là, que je milite là, pour la CSN. Moi, j'ai jamais vu un gouvernement aussi autoritaire contre les syndicats, même contre les propres organismes gouvernementaux, les communautaires. Dernièrement, Clara, le ministre du Travail, Jean Boulet, a déposé son projet de loi 3 qui a vraiment provoqué la grogne auprès des syndicats. Pouvez-vous nous faire peut-être un petit résumé de ce que c'est? Oui, alors en gros, si cette loi est adoptée, le financement de certaines activités des syndicats serait compromis, comme les campagnes publicitaires ou la contestation en justice de lois ou de décrets gouvernementaux. Le ministre Boulet désire aussi une plus grande transparence pour ce qui est des états financiers des syndicats. Selon Mme Maillet, le problème n'est pas là. On entend souvent dans les commentaires « Ah, les centrales syndicales, ils dépensent notre argent comme ils veulent ». Moi, je veux juste dire au ministre Boulet, à la CSN, au Conseil central des Laurentides, les budgets, ils sont à toutes les années, même aux 6 mois pour nous, Conseil central, ils sont divulgués à nos syndicats, aux instances. Ils vont sur les budgets. On a des comités de vérification de livres. Alors, je vois pas pourquoi ce projet de loi-là est là. Et ça, Clara, c'est sans parler de la loi 14. Oui, adoptée en mai et qui entrera en vigueur dès le 30 novembre. Elle comprend un élargissement de la notion de service essentiel et réduit la possibilité de recours en grève des syndicats. Donc, disons simplement que les relations entre les syndicats et le gouvernement Legault sont plutôt tendues. Alors, quels sont les impacts sur les services à la population que déplorent les syndicats? Les représentants réunis hier ont parlé de leur inquiétude face à l'aggravation de la pauvreté, la violence dans les écoles, le fardeau que les professionnels de la santé doivent porter dans les Laurentides. Je rappelle que la semaine dernière, le manque de personnel qualifié a forcé la fermeture durant 48 heures de l'unité de naissance de l'hôpital de Saint-Eustache. Du côté de la fonction publique, où 3000 postes ont été supprimés dans la dernière année, les retombées se font sentir aussi sur la charge de travail des employés restants. Il y a quelques semaines, on parlait aussi des négociations des paramédics avec leurs employeurs ici à l'émission. Mme Maillet a pu nous dire où en était cette situation. Quand on offre un recul de 4 $ de l'heure pour certains types d'emplois, c'est assez ridicule de la part du gouvernement. Ça fait 2 ans et demi que la négociation traîne. Il n'y a actuellement pas de pourparlers à la table de négociation. Je sais qu'il y a eu des représentations avec Sonia Lebel, qui a été très réceptive, mais depuis quelques semaines, pas de son. Les employeurs privés, ils ont tout intérêt à faire pression sur le gouvernement actuellement pour que ça se règle. Parce qu'actuellement, on ne pense pas de passer à avoir une entente d'ici les fêtes. Alors, c'est vraiment d'une voix commune que les syndicats de la région souhaitaient dénoncer ces situations qu'ils attribuent au manque de financement et aussi de respect envers les travailleurs. Du même coup, c'est l'occasion d'inviter la population au rassemblement intersyndical dans la rue pour le Québec qui aura lieu à Montréal ce samedi. Pour Mme Maillet, l'alliance de tous les syndicats est un geste fort en adéquation avec la gravité de la situation. Quand on s'entend
que le gouvernement, je pense qu'il nuit à la population québécoise, tout ça, puis qu'on fait des conférences de presse, qu'on s'unit pour le 29 novembre comme ça. Puis c'est quand même 13 autobus qui vont partir des Laurentides. Moi, j'ai jamais vécu ça. C'est un record. Il va y avoir des milliers de personnes à Montréal. Moi, je pense que le message est clair pour le gouvernement. Revoyons les priorités. Pourquoi on fait pas des projets paritaires avec les centrales syndicales? Pourquoi on s'entend pas sur des beaux projets comme l'éducation? Pourquoi les services de santé? Pourquoi on n'écoute pas la population des Laurentides dire « Moi, je veux un médecin. Moi, je veux des services à l'hôpital. » Merci Clara. On se revoit plus tard dans l'émission. On va donner la parole aux utilisateurs du REM à Deux-Montagnes. À plus tard, Claude. La ville de Sainte-Thérèse a remporté le prix municipalité pour son projet de bibliomobile dans le cadre des 35e Grands Prix de la culture des Laurentides. La bibliomobile, projet lancé à l'automne 2025 dans le cadre des Journées de la culture, permet d'aller à la rencontre des citoyens dans les écoles, les garderies et les résidences pour aînés pour y offrir des livres, des activités et des services tels que le prêt à domicile et l'émission de la carte citoyen. La ville de Blainville annonce la 11e édition du défilé du Père Noël qui aura lieu le dimanche 7 décembre à 10h à l'école secondaire Lucille Teasdale. Le parcours s'étendra le long du boulevard Saint-Laurent entre la rue du Blainvilliers et le chemin du Plan Bouchard pour se terminer au parc équestre. Le Père Noël et ses lutins seront accompagnés d'une dizaine de chars allégoriques et de plusieurs autres personnages. Ce rendez-vous pour toute la famille marquera le coup d'envoi de la saison des fêtes à Blainville. Le syndicat de l'enseignement des Basses-Laurentides a pris part la semaine dernière à un vaste mouvement visant à dénoncer les conséquences des compressions budgétaires dans les écoles, incluant celles de la région. J'en discute avec Dominique Sauvé, présidente du SEBL. Madame Sauvé, bonsoir. Bonsoir. Alors, cette action-là dont on parle a été posée à l'invitation de la coalition Main Rouge, qui regroupe des syndicats, des groupes de défense de droits et libertés, des groupes de lutte contre la pauvreté. Ça consistait, peut-être plus que ça, là, mais à déployer des bannières sur lesquelles on pouvait lire « Réparons l'école publique, investissons en éducation ». Ma première question, qu'est-ce qui est brisé dans l'école, Madame Sauvé? Beaucoup de choses est brisé dans l'école. On a nos bâtiments qui tombent parfois en ruine là, à la grandeur du Québec. On a un grave problème d'investissement tant matériel que humain, particulièrement humain. On manque de ressources pour venir en aide aux élèves en difficulté là, présentement dans les écoles. D'accord. Hier, il y avait la mise à jour économique du gouvernement Legault. J'imagine que vous n'avez pas vu dans l'exercice quoi que ce soit pour vous rassurer? Non, effectivement. C'est pas la première fois, mais non, on n'a pas vu rien qui nous rassurait là-dedans. Puis on n'a pas, dans nos derniers échanges non plus avec le gouvernement, senti qu'on s'en allait du bon côté, comme on dit. Oui. Ben, le gouvernement, justement, évoque toujours le contexte économique difficile pour justifier ces compressions. Vous répliquez, vous, qu'il agit par choix, qu'il pourrait faire autrement et qu'il pourrait même investir dans des mesures là, qui régleraient les inégalités sociales. Qu'est-ce que vous voulez dire exactement par là? Mais si je prends un exemple quand même concret, le gouvernement il a fait un choix de abaisser les taxes scolaires. Un choix qui se résulte pour la moyenne du propriétaire en peut-être une centaine de dollars par propriété d'argent dans leur poche, mais qui fait en sorte que le gouvernement se prive de 700 à 900 millions, mes chiffres sont pas super précis, mais de budget. Puis après ça, on demande aux écoles de faire des coupes à la hauteur de 540 millions, là, les dernières, parce qu'il y en a eu d'autres avant. Oui. Donc, en ajustant sa fiscalité, vous pensez que le gouvernement pourrait vous aider à régler bien des problèmes? Bien, entre autres, oui, effectivement. Entre autres, oui. De façon concrète, là, parlez-nous des impacts de ces compressions-là dans les établissements scolaires d'ici. Donnez-nous quelques exemples. Bien, ici, on a des choses qui sont qui peuvent paraître plus futiles, peut-être comme des activités parascolaires qui peuvent pas se tenir, des élèves qui sont habitués d'arriver à l'école puis de se sentir dans un milieu qui les accueille puis qui leur permet de s'exprimer. Puis là, on leur dit, cette année, par exemple, la grosse activité pour l'Halloween qu'on fait à chaque année, on pourra pas la faire parce qu'on n'a pas de budget. Donc ça peut avoir l'air un peu futile, mais ça reste que pour les élèves, c'est un milieu de vie. Ouais. Puis si on va plus loin, on a aussi une
une problématique avec le fait que, au niveau des enseignants, on est tenu d'avoir un enseignant par classe, donc ça peut avoir l'air de nous toucher moins, mais dans nos classes, on a des jeunes qui ont des difficultés, puis quand on n'a pas les techniciennes ou les techniciens en éducation spécialisée, quand on n'a pas de psychoéducateur ou psychoéducatrice pour venir nous prêter main forte, on se retrouve avec des classes, des élèves qui ont des grands besoins, puis personne pour venir pallier puis venir aider à les faire cheminer puis à les accompagner là-dedans. Oui. On parle beaucoup de la désertion appréhendée des médecins à cause de la loi 2 par les temps qui courent. On en fait quelque chose d'assez spectaculaire. Moi, je peux pas m'empêcher de faire un parallèle avec la pénurie d'enseignants, d'enseignantes, avec le fait que bon nombre d'entre elles vont déserter avant même de commencer leur carrière. Est-ce que je délire là aussi? Non, absolument pas. On délire pas. C'est quelque chose qui est bien réel. Les enseignants, ils nous appellent, ils sont inquiets, ils sont fatigués de toujours devoir se battre pour la moindre petite chose. C'est quand on doit au quotidien enseigner à des élèves qu'on apprécie, qu'on aime, qu'on veut, à qui on veut donner le meilleur de nous-mêmes, puis qu'on doit se battre pour avoir une collection de livres pour leur faire apprendre la lecture, ou bien qu'on doit trouver une façon de faire atterrir nos activités parce qu'on nous dit non, je peux pas te donner de temps, ne serait-ce que ça pour monter telle ou telle activité. C'est certain qu'à un moment donné, les enseignants ils sont fatigués, puis là on va même pas sur le fait qu'on voit ces difficultés-là que nos élèves ont, puis c'est très, très difficile de se sentir impuissant face à ça. Donc oui, les enseignants, ils nous appellent. Il y en a qui démissionnent. Effectivement, c'est une réalité c'est pas une fabulation. Là. Vous avez déployé vos bannières la semaine dernière. Là. Samedi prochain, il y a un événement qui s'en vient, 29 novembre. Je vous laisse nous expliquer brièvement de quoi il s'agit. C'est une autre façon de se faire entendre par le gouvernement. Dans le fond, là, présentement, nous, on contribue à ce mouvement-là, puis on invite toute la population à participer aussi avec leur famille. C'est tout le monde qui est touché, tous les citoyennes, les citoyens, par ce qui se passe actuellement au Québec. Donc, samedi prochain, c'est une grande marche qui est organisée à Montréal. Il y a encore certaines façons de s'inscrire là, pour ceux qui voudraient participer d'ailleurs, puis venir avec nous faire porter la voix puis dire au gouvernement que ceux qui l'ont élu, ils souhaitent qu'ils écoutent ce qu'ils ont à dire. Dominique Sauvé, présidente du SEBL, merci d'avoir été là. Ça me fait plaisir. Mirabel Économique dresse un bilan positif de son projet pilote de mentorat de groupe mené sur 9 mois en collaboration avec le réseau Mentorat. Ce projet a permis d'accompagner une cohorte d'entrepreneurs locaux grâce à l'engagement de 2 mentors, Mélanie Dumais et Pierre Cardinal. Mirabel Économique souhaite poursuivre le mentorat de groupe avec une nouvelle cohorte dès janvier prochain. Le député de Montcalm, Luc Thériault, accueillait les 12 gagnants de la 5e édition de son concours L'achat local, c'est écologique, le 13 novembre dernier. Les gagnants ont reçu un panier cadeau contenant des produits offerts par les producteurs de la circonscription. Le but de cette initiative, assorti de la publication d'un répertoire comptant 42 producteurs, est de permettre à la population de découvrir l'offre locale. Luc Thériault affirme que le concours reviendra pour une 6e année. Il y a des clubs de course à pied qui tiennent leurs activités le matin, pour d'autres, c'est le soir, comme nous le présente Maude Pilon-Bernier dans le reportage qui suit. La course, le Running Night Club, à la base, le but, c'était vraiment ça, c'est de pouvoir partager avec les gens. Premièrement, c'est un sport qui fait du bien, qui est accessible à tout le monde. Puis moi, c'est né après mes 3 enfants, le Running Night Club, puis ça m'a tellement aidé à me recentrer que vraiment, pour moi, c'est important de le partager. Puis justement, que c'est pas là, on n'est pas là pour faire l'argent, on est là pour avoir une belle communauté, partager des choses qu'on aime. Puis c'est tellement important, justement, il y en a pas assez. Je trouve qu'on s'isole de plus en plus. Fait que, tu sais, de sortir, d'avoir un engagement, ça nous fait courir, sortir de notre zone de confort, rencontrer des gens, diversifier aussi de ce qu'on pourrait faire habituellement si on reste tout seul chez nous. C'est pas tout le monde à 6 heures le matin avec des enfants, la routine qui peuvent aller courir. Puis moi, vraiment, le soir, il y avait une demande, je pense, parce que dès que moi, j'ai commencé il y a un petit peu plus qu'1 an, ça n'a vraiment pas été long qu'il y en a partout qui ont voulu, des groupes de soir qui ont voulu se former. C'est une autre clientèle, alors ça agrandit la communauté. Ils vont aller parfois à 6 heures le matin, puis ceux 6 heures le matin vont parfois venir, mais de là, il y a plus de coureurs. On se rejoint toujours à 18h50, on part à 7h, on fait un 5 km inclusif, fait qu'il n'y a pas un pace trop rapide, pas trop lent, qu'on soit capable de discuter, d'apprendre à se connaître. C'est ça le but aussi, c'est que ça soit comme
une partie sociale en même temps de faire un sport. Fait qu'on fait un petit 5, on se rejoint après ici, puis on se rejoint la semaine d'après. J'ai commencé à m'impliquer avec le groupe ici dû aux médias sociaux depuis le mois de juin. Puis, depuis le mois de juin, j'ai bien aimé la vague que ça apporte. Donc, depuis ce temps-là, je continue de façon assidue. Je viens toutes les semaines, puis il y a plusieurs rencontres. Il y en a dans quelques endroits, dont Mirabel-en-Haut, Saint-Colomban. Puis, grâce à tout ce beau monde-là, ça fait une belle vague. Donc, ça nous aide à continuer aussi, surtout par un temps froid comme ce soir. Ça fait du bien de voir du monde un peu. Ça motive à sortir dehors, puis on peut discuter. On a un rythme quand même assez inclusif. Puis le fait de tout être inclusif un envers l'autre, ça amène une belle motivation. Une fois qu'ils l'essayent, c'est de l'adopter. Je me disais, j'aimerais ça qu'il y ait un club de course qui existe près de chez moi. Puis justement, pouf, sur Facebook, j'ai vu Marie-Pierre, la fondatrice de Running Night Club, le club de course à côté de chez moi, à Saint-Colomban, à 7 heures le soir. J'ai dit, j'y vais. Un petit peu partout, c'est ça. Dans les Laurentides, là, on peut avoir accès au club de course. C'est gratuit, c'est inclusif. Puis c'est vraiment le fun. J'ai toujours aimé courir, mais de courir toute seule, des fois, c'est moins le fun. Puis en gang, ça motive. Puis surtout, là, l'hiver. Ouais, ça nous garde en forme. C'est bon pour la santé, le mental, la forme physique. Fait que je suis vraiment contente de faire partie du groupe, la communauté. On est là aussi pour parler d'un événement. Je pense que vous avez quand même hâte de présenter, qu'on a hâte de réaliser. Est-ce que vous pouvez m'en dire davantage du nom de l'événement jusqu'à qu'est-ce qu'on va créer avec cette activité-là? Oui, ben l'événement, c'est un défi, c'est courir pour nourrir. Puis c'est vraiment un événement que j'ai parti seule. J'ai fait ça pendant 2 ans, courir tout le mois de décembre, une année pour Moisson-Laurentide, l'autre pour Jeunes en tête. Puis ça m'a tellement aidée. Puis je trouve que quand t'es bien avec toi, t'es recentré, c'est là que tu peux le plus donner. Puis cet événement-là, pour moi, je trouve que ça va ensemble. On est chanceux, on est en santé, on court. Puis de redonner à notre communauté, c'est juste naturel. Alors, c'est de là que c'est parti cette année. Puis j'ai voulu inclure tout le monde avec moi. Puis c'est vraiment pas obligatoire, mais ceux qui ont envie de le faire, de sentir, de vivre ça, ben sont les bienvenus. Puis c'est de là que c'est parti. 1 kilomètre équivaut à 1 $. Alors, idéalement, tous ceux qui vont participer vont s'engager à remettre le nombre de kilomètres qu'ils vont avoir cumulé à la fin du mois en argent. On essaye aussi de se faire doubler, tu sais, comme ma mère pourrait m'encourager, ma sœur, mes amis, afin d'amasser le plus de dons possible pour une bonne cause. Et on va aussi faire des événements pour regrouper le plus de gens puis que ça soit le fun. Pour vrai, là, tout le monde est beau, tout le monde est fin, tout le monde est généreux, tout le monde est... C'est tellement positif. Donc, d'oser, que ce soit dans un 6am, que ce soit dans un Running Night Club, c'est gratuit, c'est accessible, juste d'oser venir. Puis on peut pas s'en passer après, de toute façon. Puis, tu sais, je pense que jamais quelqu'un va regretter d'être venu courir un soir. Tu vas regretter d'être resté chez vous à te dire « Hey, j'aurais peut-être dû y aller », tu sais, puis finalement, ça te fait juste du bien de sortir puis de bouger. C'est le plus important. Ça fait vraiment du bien. Je vous recommande d'oser l'essayer. On se revoit bientôt pour une autre activité sportive. Le service de police de Mirabel dévoilait officiellement, il y a quelques semaines, son équipe mixte en sécurité communautaire, une entité entièrement dédiée aux enjeux touchant l'itinérance. Pour en parler, je reçois Jean-Guy Hogg, capitaine au développement organisationnel et relations communautaires. Bonsoir, M. Hogg. Bonsoir, M. Desjardins. Alors, cette équipe-là, elle est active depuis le 28 avril. Faites-nous un bref historique de la chose. À quel besoin ça venait répondre et quelle en est la composition? En fait, on a constaté à Mirabel qu'il y avait une émergence du phénomène d'itinérance. Ouais. Des gens qui sont soit sur la barre de l'être ou en devenir, ou qui le sont déjà. Fait que le gouvernement du Québec a ouvert, si vous voulez, une subvention qui s'appelle le Programme de soutien aux pratiques policières concernant l'itinérance. Fait que nous, on s'est servi de ce financement-là pour pouvoir engager un travailleur social qui est spécialisé en itinérance. Il fait équipe avec un agent communautaire là, qui est issu du département de la prévention. D'accord.
Donc, ensemble, ils travaillent en étroite collaboration et puis ils travaillent sur le terrain afin d'aller à la rencontre des personnes itinérantes puis de les aider. Là. Exactement. Il y a des gens qui, peut-être, qui vont être surpris d'apprendre que ça existe, l'itinérance à Mirabel. Quel portrait est-ce qu'on peut en faire de l'itinérance à Mirabel? Bien, contrairement à d'autres villes, nous, à Mirabel, on n'a pas une concentration visible. Nos itinéraires sont un petit peu éparpillés dans les secteurs les plus grands, mettons. Oui. Saint-Janvier, Saint-Canute. Pas nécessairement dans les secteurs où il y a une densité là, urbaine, là, plus... Où il y a plus de densité, je dirais, dans nos différents secteurs. Ouais, d'accord. Et puis, ils ne sont pas nécessairement visibles. Mais il y en a quelques-uns qui le sont plus parce qu'ils se tiennent plus sur les artères principaux, puis avec lesquels on a plus d'appels aussi au fil des journées. Tu sais. Cette équipe-là, M. Hogg, son quotidien, là, ça ressemble à quoi? Est-ce qu'on attend que le téléphone sonne ou on est déjà sur le terrain pour intervenir? Non, en fait, nous autres, l'équipe mixte en sécurité communautaire, elle agit de façon proactive. Oui. Puis elle s'incline sur 4 axes. OK, je vais vous les énumérer si vous voulez. Oui. On va d'abord rencontrer les personnes qui sont déjà sur le terrain, là, les personnes à risque de devenir ou qui sont déjà en situation d'itinérance. Donc, ça, c'est souvent le travailleur social, une fois qu'il connaît cette clientèle-là, bien, il va partir, lui, le matin avec un véhicule, puis il va aller les rencontrer, puis ils vont aller voir leurs besoins de base là, la journée même pour voir si ça va bien. L'objectif, c'est de les accompagner, surtout, et puis de les référer aux bonnes ressources, que ce soit les ressources communautaires. À plus long terme, l'objectif, c'est la réinsertion sociale. Là, exactement. Ça fait partie d'un autre axe là, que je vous parlais, là, du rôle de l'équipe mixte. Une autre situation, ça peut être un citoyen qui appelle sur la ligne d'urgence 911. Bon, une personne, mettons, sur un chemin qui est proche des voitures, il représente un danger, donc là, c'est un appel ponctuel. Là, à ce moment-là, c'est des patrouilleurs qui vont aller répondre. Et une fois que tout est sécurisé, bien, c'est le travailleur social qui va intervenir en deuxième ligne. Mm-hmm. Et puis, soit qu'il connaît cette personne-là ou soit qu'il ne connaît pas, mais il va établir là, la relation pour pouvoir venir en aide à cette personne-là. Vous avez eu de l'aide financière là, du gouvernement. Vous avez parlé du programme de soutien aux pratiques policières concertées en itinérance. Oui. Ça vient avec de l'argent. Donc, à quel rythme est-ce qu'on prévoit évaluer si les besoins en ressources sont comblés ou s'il faudrait en ajouter? Est-ce qu'il y a un mécanisme qui est prévu pour ça? Bien, on a des rééditions à faire, là, nous, bien entendu. Ce financement-là, il a été prévu pour 3 ans. D'accord. Avec cet argent-là, on a aussi créé des sacs de survie, des sacs à dos avec des besoins de base, là, soit des couvertures, des hot shots là, qu'on se met dans les pieds, les mains, des imperméables, tuques, mitaines. On s'est créé un inventaire pour pouvoir les distribuer aux personnes qui en ont besoin. Puis on a aussi, en mode survie qu'on appelle, c'est des bons d'achat qu'on fournit aux personnes qui sont dans le besoin, soit par l'achat de nourriture, des besoins essentiels, des transports aussi en commun. Fait qu'on leur fournit ça. Alors, ça s'appelle l'équipe mixte en sécurité communautaire. Ça vient d'être implanté à Mirabel. Ça fait à peu près 7-8 mois. Capitaine Jean-Guy Hogg, merci beaucoup d'avoir été là. Ça fait plaisir. On est de retour avec Clara Maté-Jonet. Ça fait une semaine maintenant que l'antenne Deux Montagnes du REM est officiellement en service. Quel est le premier bilan qu'on peut en faire? Alors, pas trop d'anicroches à signaler en cette première semaine en fonction. Mardi de la semaine dernière, un camion a percuté un viaduc près de la station Bois-Franc à Montréal sur l'antenne Deux Montagnes. Ça a causé une panne de service dans le secteur pendant 2 heures. Ma collègue Héloïse, quant à elle, s'est rendue à 2 occasions à la sortie de la station Deux Montagnes durant la semaine dernière pour discuter avec les usagers de leur première impression. Où tu te rends généralement avec le REM? Je me rends à Côte-Vertu. Généralement, combien de temps ça te prenait avant le REM? Genre 1h10, je dirais. Le REM, c'est genre 45 minutes. Comment tu trouves ça justement de pouvoir sauver autant de temps? Ben, c'est quand même pratique pour de vrai, mais c'est juste que c'est une connexion de plus, là, malheureusement, là, mais c'est pas grave. Ça fait vraiment plaisir parce que au lieu de faire le détour jusqu'à... Parce que nous, on habite le centre Saint-Eustache pour prendre le métro. Donc il faut y aller au moins 20 minutes à pied parce qu'il n'y a pas de bus.
Donc là, ça, vraiment, c'est très, très intéressant. Ça fait diminuer un petit peu la fluidité, parce que ça nous permet d'être fluide dans le transport, donc c'est quelque chose de formidable. Est-ce que généralement les autres services que vous utilisiez vous occasionnaient le même service, le même temps? Non, parce que je prenais ma voiture, c'était plus long. C'est vraiment, ouais. C'est vraiment génial. Hier, j'ai fini plus tôt, ça m'a pris 1h30, puis là, j'ai fini à 4h, ça m'a pris 1h10 m'en venir. C'est vraiment génial quand ça fonctionne. C'est très, très smooth, ça va super bien. Je pensais que ça pourrait être un peu plus rapide. J'arrive de la gare centrale. Je l'ai pris à 4h35, puis j'arrive là. Mais ça se fait quand même très, très bien. Généralement, qu'est-ce que vous preniez d'autres comme moyen de transport pour vous rendre là? Ben là, avant, je prenais l'ancien train, mais entre-temps, je prenais la 404 qui me prenait, grosso modo, 1 heure à 1h30, dépendamment du trafic. C'est quand même pas mal de temps qu'on sauve. C'est une bonne amélioration, oui. Est-ce que vous comptez continuer à utiliser ces services-là? Absolument. Merci Clara, on se revoit demain. Au revoir, Claude. Ben voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir été là. L'émission Fripez-vous suit à l'instant. Je vous rappelle que vous pouvez consulter l'ensemble de la programmation sur notre site web et regarder nos émissions sur notre chaîne YouTube. Au nom de toute l'équipe, je vous souhaite une excellente soirée à notre antenne.